Le millionnaire éclata de rire en voyant Nathalie agenouillée devant la Dodge Dart, immobilisée depuis 8 ans. « Cette épave ne vaut même pas 2 €, et vous encore moins », provoqua-t-il devant le cercle grandissant de curieux. Mais quand elle leva les yeux, les mains maculées de graisse et un calme inexplicable, elle lâcha simplement « Si je touche à ce moteur, il y aura des gens ici qui n'oublieront pas mon nom. » Le murmure de l'assistance se transforma en silence, et personne n'imaginait ce qu'elle était sur le point de révéler dans cette machine endormie. Ami, reste connecté et suis-moi dans cette histoire. Abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire de quel coin de France tu regardes. Nathalie a grandi dans un quartier ouvrier de Lyon, où les maisons sont simples, mais les jardins gardent des histoires de générations entières. La sienne a une odeur qui ne quitte jamais sa mémoire. De la graisse mélangée à du café frais, de l'huile moteur rivalisant avec le parfum du jasmin que sa grand-mère a planté des décennies auparavant. Cette jeune fille, qui a aujourd'hui les ongles toujours marqués de cette tache de graisse qui ne part même pas au brossage, a appris à se déplacer entre les moteurs avant d'apprendre à marcher correctement. Son grand-père, Monsieur Jean Leclerc, a travaillé 35 ans à l'usine Simca de Poissy. 35 ans, vous imaginez? Il n'était pas ingénieur, n'avait pas de diplôme accroché au mur, mais ses mains connaissaient chaque vis, chaque système, chaque secret de ces moteurs américains qui furent assemblés sur le sol français. Quand Nathalie n'avait que 7 ans, Monsieur Jean la mettait déjà debout sur une caisse en bois pour qu'elle puisse voir le moteur ouvert sur l'établi de l'atelier qu'il tenait dans son jardin. « Nathalie, disait-il de sa voix rauque, celle de quelqu'un qui a fumé toute sa vie, ce moteur ici n'est pas seulement du métal, c'est de l'histoire. C'est la sueur du travailleur français qui a monté pièce par pièce. C'est l'ingénierie américaine qui est venue ici et est devenue une partie de notre peuple. » Et la jeune fille écoutait chaque mot comme de la poésie, ses petits yeux brillants, tandis que son grand-père expliquait comment chaque cylindre fonctionnait. Comment le carburateur Weber dosait le carburant, comment l'allumage par rupteur créait l'étincelle qui donnait vie à ce bloc de fer. Monsieur Jean avait une habitude particulière, il notait tout dans des cahiers à spirale. Ce n'étaient pas des notes ordinaires, ce n'étaient pas des secrets d'usine, des ajustements que les manuels officiels ne documentaient pas, des astuces ingénieuses que les mécaniciens de la chaîne de montage inventaient pour résoudre des problèmes d'approvisionnement. Des adaptations qui fonctionnaient mieux que le projet original. Il remplissait ses cahiers d'une écriture soignée, faisant des dessins techniques à la main, des mesures exactes, des observations sur chaque modèle, chaque année de fabrication. Quand Nathalie avait 17 ans, Monsieur Jean fut victime d'un AVC alors qu'il travaillait sous une Dodge Dart de 1974. Il survécut, mais resta fragile, un côté du corps paralysé. Malgré cela, il continua d'enseigner à sa petite fille, maintenant assis sur une vieille chaise de bureau, pointant de sa bonne main, tandis que Nathalie exécutait les réparations sous sa supervision attentive. Ce furent encore 2 ans ainsi, d'apprentissage intense, jusqu'à ce que le cœur fatigué de Monsieur Jean s'arrête finalement par une froide nuit de juillet. La douleur que Nathalie ressentit fut de celles qui marquent à jamais. Elle n'avait que 19 ans et perdait non seulement son grand-père, mais aussi son professeur, son ami, le seul homme qui avait toujours cru qu'elle pouvait être une mécanicienne exceptionnelle. Dans le testament simple que Monsieur Jean avait laissé, écrit à la main sur une feuille de cahier, il léguait à sa petite fille tous les outils, tous les cahiers techniques et la responsabilité de maintenir vivant le savoir des voitures classiques françaises. Nathalie reprit l'atelier de son grand-père avec une détermination qui impressionnait, tandis que d'autres filles de son âge étaient à l'université ou commençaient des emplois de bureau. Elle passait 12 heures par jour, les mains dans de vieux moteurs, étudiant les cahiers de son grand-père comme s'il s'agissait de livres sacrés, pratiquant chaque technique jusqu'à la maîtriser complètement. L'atelier était petit, seulement 2 postes, avec des outils anciens mais bien entretenus, un compresseur bruyant et un établi en bois taché par des décennies d'huile. Les premières années furent difficiles, mes amis. Vous n'avez aucune idée du nombre de fois où des clients arrivaient à l'atelier.
Quand elle répondait que c'était elle, la mécanicienne, les réactions variaient entre des rires moqueurs et des clients qui s'en allaient simplement. « Je ne vais pas laisser ma voiture entre les mains d'une fille », disait-il, comme si la compétence technique était une question de chromosomes et non d'études et de dévouement. Mais Nathalie avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, une véritable connaissance. Elle n'était pas une mécanicienne ordinaire qui se contentait de changer des pièces et de suivre des procédures standards. Elle comprenait l'âme de ces voitures classiques françaises. Elle parvenait à identifier un moteur Slant 6 au son du démarrage. Elle savait exactement le point de serrage de chaque vis sur les Dodge des années 70. Elle connaissait les particularités de chaque année de fabrication des Simca 1100. Elle maîtrisait les secrets des Ford Granada. Peu à peu, discrètement, elle se bâtit une réputation parmi les collectionneurs les plus sérieux. C'étaient des hommes plus âgés, pour la plupart, qui avaient des voitures gardées depuis des décennies et ne parvenaient pas à trouver quelqu'un qui sache vraiment les restaurer avec authenticité. Quand l'un de ces collectionneurs recommandait Nathalie à un autre, le même avertissement revenait toujours. « C'est une femme, mais ne vous y trompez pas. Elle en sait plus sur les Dart et les Simca que 99% des mécaniciens que vous rencontrerez. » Et ainsi, Nathalie menait sa vie, modeste mais digne. Elle habitait une maison simple, à 3 rue de l'Atelier, se levait à 6 heures du matin, buvait un café noir fort et allait travailler. Elle portait toujours le même type de combinaison bleu marine. Elle en achetait une nouvelle tous les 6 mois, quand la précédente était si tachée que même le lavage ne la sauvait plus. Ses mains étaient perpétuellement sombres d'huile, ses ongles courts par nécessité, quelques callosités stratégiques aux endroits où les outils pressaient. Elle n'avait pas de vie sociale élaborée, ne fréquentait pas de fêtes, n'avait pas le temps pour des relations amoureuses. Son monde était l'atelier, les cahiers de son grand-père et les voitures qui arrivaient en ayant besoin de soins. Mais elle ne se sentait pas malheureuse, non. Elle était fière de ce qu'elle faisait. Elle sentait la présence de Monsieur Jean, chaque fois qu'elle ouvrait un capot et identifiait un problème que d'autres n'avaient pas réussi à diagnostiquer. De l'autre côté de Lyon, dans une réalité complètement différente, vivait Philippe Dubois. Cet homme de 51 ans habitait un penthouse en verre, avec une vue privilégiée sur le Massif central, où le coucher de soleil peignait les montagnes d'Orange chaque après-midi. Mais vous savez ce qui est le plus triste ? Philippe ne s'arrêtait jamais pour voir le coucher de soleil. Il était toujours trop occupé, trop important, trop riche pour perdre du temps à admirer la beauté naturelle. Philippe avait bâti un empire de 340 millions d'euros dans le secteur des transports et de la logistique. Il avait commencé avec un vieux camion hérité de son père. Il avait travaillé comme un forçat pendant 20 ans. Il avait été implacable dans les affaires, écrasé des concurrents, saisi chaque opportunité sans regarder autour de lui et avait réussi, du moins d'un point de vue financier. Il possédait une flotte de centaines de camions, des contrats avec de grandes entreprises, des participations dans des ports et des entrepôts. C'était le genre de succès qui génère envie et admiration à parts égales. Mais tout ce succès avait un prix, mes chers amis. Philippe était connu dans tout Lyon, non seulement pour sa richesse, mais aussi pour son arrogance insupportable. Il traitait ses employés comme des pièces jetables, humiliait les serveurs dans les restaurants chers, manquait de respect aux voituriers, criait sur les secrétaires, avait ce genre de personnalité explosive qui faisait que les gens autour de lui marchaient sur des œufs, toujours de peur de réveiller sa colère. Il collectionnait les voitures importées comme des trophées, Porsche, Ferrari, Lamborghini, toutes gardées dans un garage climatisé qui ressemblait plus à un musée privé. Mais voyez l'ironie. Philippe ne comprenait rien à la mécanique. Pour lui, les voitures étaient des symboles de statut, des objets à exhiber, des moyens de montrer au monde qu'il avait réussi. Il méprisait les véhicules anciens français, les qualifiant de vieilles ferrailles obsolètes d'une époque dépassée du pays. 3 ans avant notre histoire, quelque chose de terrible arriva dans la vie de Philippe. Sa fille unique, Isabelle, une belle jeune femme de 19 ans, mourut dans un accident de la route par une nuit pluvieuse.
Elle rentrait de l'université quand un camion incontrôlé envahit la voie opposée. Ce fut instantané, dit-on, sans souffrance du moins. Mais la souffrance resta pour ceux qui restèrent. La mort d'Isabelle détruisit ce qui restait d'humanité en Philippe. Il divorça de sa femme 6 mois plus tard, incapable de gérer le deuil avec elle. Il s'enfonça encore plus dans le travail. Il devint encore plus amer, encore plus cruel avec ceux qui croisaient son chemin. C'était comme s'il blâmait le monde entier pour la perte de sa fille et voulait faire payer tout le monde pour cette douleur qu'il portait seul. En mai 2023, le Cercle des Tilleuls, l'un des clubs les plus exclusifs de Lyon, annonça qu'il organiserait l'une des plus grandes ventes aux enchères de voitures classiques du sud de la France. L'événement attira l'attention de collectionneurs de tout le pays. Des dizaines de véhicules rares seraient exposés sur la pelouse impeccable du club, avec des enchères pouvant atteindre des centaines de milliers d'euros. L'organisation de la vente aux enchères avait besoin de quelqu'un pour effectuer des évaluations techniques et certifier l'authenticité mécanique des véhicules. Quelqu'un recommanda Nathalie pour la réputation discrète mais solide qu'elle avait parmi les collectionneurs. Elle fut contactée et accepta le travail qui paierait très bien qu'elle sût qu'elle serait dans un environnement où elle serait constamment sous-estimée. Le samedi de la vente aux enchères, Nathalie se leva plus tôt que d'habitude. Elle prit une douche, se lava les cheveux, enfila sa combinaison bleu marine la plus neuve et la plus propre, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Elle prépara sa mallette d'outils anciens de son grand-père, chacun à sa place. Elle prit 3 des cahiers techniques les plus importants et quitta la maison le cœur battant. Elle savait que ce serait une journée différente, mais elle n'imaginait pas à quel point. Le Cercle des Tilleuls était absolument splendide ce matin de mai, mes chers amis. La pelouse était si verte et impeccable qu'elle ressemblait à un tapis de velours, chaque brin d'herbe à sa place. Des tentes blanches élégantes étaient stratégiquement réparties, des serveurs en gilet circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés, et des dizaines de voitures classiques étaient positionnées comme des bijoux en exposition. C'était le genre d'événement où chaque détail criait exclusivité et argent. Nathalie arriva à 7 heures du matin, 2 heures avant le début officiel de la vente aux enchères. Elle gara sa vieille Renault Kangoo blanche de 1998, toute cabossée sur les côtés, dans une zone réservée aux prestataires de services, loin des voitures de luxe des invités. En descendant, portant sa mallette d'outils et les cahiers de son grand-père, elle sentit les regards de quelques agents de sécurité et employés, ce genre de regard qui questionne si vous devriez vraiment être là. L'organisateur de l'événement, un homme de 60 ans nommé Michel Lambert, l'a reçu avec une courtoisie professionnelle. « Nathalie, c'est bien que vous soyez arrivée tôt. Nous avons 15 véhicules à évaluer avant midi. Vous pouvez commencer par cette Simca 1100 jaune-là, au premier rang. » Il lui tendit un presse-papier avec les fiches techniques de chaque véhicule et s'éloigna pour s'occuper d'autres affaires. Nathalie commença son travail avec sa concentration habituelle. Elle ouvrit le capot de la Simca, examina le moteur 6 cylindres d'origine, vérifia les numéros de châssis, s'assura que les pièces étaient d'époque ou des reproductions. Elle notait tout méticuleusement, comparant avec les informations des cahiers de son grand-père quand elle avait des doutes. Peu à peu, les premiers invités commencèrent à arriver. La plupart étaient des hommes d'âge moyen et plus âgés, vêtus de vêtements chers mais décontractés. Ce style de ceux qui ont de l'argent mais veulent paraître désinvoltes. Certains s'arrêtaient pour observer Nathalie travailler. « C'est la mécanicienne ?» se demandaient-ils les uns les autres avec ce ton de surprise qu'elle connaissait trop bien. « Il paraît qu'ils ont embauché une jeune femme », répondait-il, entre curiosité et scepticisme. Elle ignorait les commentaires, gardait la tête baissée, concentrée sur son travail. Elle y était habituée. Vers 9h30, alors que Nathalie évaluait une Ford Granada de 1968, elle entendit l'organisateur Michel parler avec enthousiasme à quelqu'un. « Philippe, quel honneur de vous avoir ici. Je ne savais pas que vous vous intéressiez aux classiques. » La voix qui répondit était grave, chargée de cette autorité naturelle de celui qui est habitué à être obéi.
Je ne m'y intéresse pas, Michel. Ces vieilles voitures sont des ordures comparées à mes Porsche. Je suis venu seulement parce qu'Alain m'a traîné ici. Il a dit que ce serait bon pour le réseau. Nathalie leva rapidement les yeux et vit, à une vingtaine de mètres, un homme grand, aux cheveux gris bien coupés, portant un pantalon de ville beige et une chemise en lin blanc sans cravate. Il tenait une coupe de champagne et était accompagné de 2 hommes en costume et d'une jeune femme avec une tablette à la main, clairement son assistante. Même de loin, on pouvait sentir l'aura de pouvoir et d'arrogance qu'il dégageait. Nathalie retourna à son travail, terminant l'évaluation de la Granada. Le véhicule suivant sur la liste était le lot le plus controversé de la journée, une Dodge Dart Grand Sedan de 1976, couleur vert émeraude avec intérieur en cuir beige. Elle s'approcha de la voiture et sentit son cœur se serrer. Elle était pratiquement identique à la Dart que son grand-père avait dans l'atelier quand elle était enfant. La première voiture sur laquelle elle avait appris à identifier chaque système, chaque composant. La Dart était impeccable à l'extérieur. La peinture brillait sous le soleil du matin. Les chromes étincelaient. Les pneus à flanc blanc étaient neufs, mais il y avait une petite plaque discrète sur le pare-brise. Véhicule non testé, moteur non fonctionnel depuis 8 ans, enchère sous la responsabilité de l'acheteur. Nathalie lut la fiche technique. 80 000 kilomètres d'origine, propriétaire unique, médecin retraité de Tours, gardé dans un garage fermé pendant 40 ans, vendu par les héritiers après le décès du propriétaire. Elle ouvrit le capot avec un soin révérencieux. 5,7 ailes de pure ingénierie américaine adaptées au marché français. Nathalie passa la main sur le bloc de fer froid, sentant la texture familière. Son grand-père disait toujours que le Slant Six était indestructible. 300 000 km/h sans ouvrir le moteur s'il était bien entretenu. Elle commença l'évaluation technique, testant la batterie, vérifiant les câbles, examinant le carburateur Weber double. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua pas que quelques personnes s'étaient approchées pour observer. C'est alors que cette voix grave et sarcastique coupa l'air comme un rasoir. Ils ont oublié d'appeler le mécanicien et ont envoyé la secrétaire. Nathalie se retourna et vit Philippe Dubois à seulement 3 mètres, souriant de ce sourire cruel que certaines personnes affichent lorsqu'elles sont sur le point d'humilier quelqu'un. Il était accompagné de ses 2 associés et de son assistante, tous la regardant avec ce mélange d'amusement et de dédain. « Je suis la mécanicienne », répondit Nathalie. Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, elle sentait cette oppression familière à l'estomac, la sensation d'être jugée avant même d'ouvrir la bouche. La réponse provoqua un grand éclat de rire de Philippe, de ceux qui font tourner les têtes. 5,7 L, système d'allumage par rupteur, carburateur Weber double horizontal. Ce n'est pas un tutoriel de maquillage sur TikTok, c'est de l'ingénierie américaine des années 70. Pourquoi ne retournez-vous pas au salon de beauté et ne laissez-vous pas le travail difficile à ceux qui s'y connaissent? L'humiliation n'était pas seulement dans les mots, mes amis, mais dans le ton, la posture, la façon dont Philippe la regardait de haut en bas, comme si elle était une blague ambulante. Et le pire, le petit rire de ses 2 associés acquiescent, validant ce manque de respect absurde. Nathalie sentit le sang lui monter à la tête, ses joues s'échauffer, mais elle garda son calme. « Monsieur, j'ai été embauché pour faire ce travail, et j'ai les qualifications techniques pour l'exécuter. Si vous me permettez, je dois continuer l'évaluation. » Elle se retourna pour retourner à la Dart, mais Philippe fit 2 pas en avant, se positionnant entre elle et la voiture. « Qualification technique », répéta-t-il avec un sarcasme dégoulinant de chaque syllabe. « Dites-moi, mademoiselle, savez-vous ce qu'est un collecteur d'admission? Connaissez-vous la différence entre un allumage par rupteur et un allumage électronique? Avez-vous déjà démonté une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports de votre vie, ou ne savez-vous que changer une ampoule grillée ?» La situation attirait l'attention. Maintenant, d'autres personnes s'approchaient, formant un cercle autour d'eux. Environ 15, puis 20, puis 30 personnes, toutes curieuses de voir ce qui se passait. Certains semblaient mal à l'aise avec le ton de Philippe.
D'autres s'amusaient clairement de la situation. Nathalie vit quelques hommes chuchoter entre eux, souriant, pariant mentalement qu'elle ne saurait pas répondre. Mais Nathalie n'était plus la jeune fille timide d'il y a des années. Elle regarda Philippe droit dans les yeux. « Oui, monsieur, je sais exactement ce qu'est un collecteur d'admission. Je sais que l'allumage par rupteur utilise un rupteur mécanique pour interrompre le courant de la bobine, tandis que l'électronique utilise un capteur à effet Hall ou à réluctance magnétique. Et j'ai démonté des dizaines de boîtes de vitesse, y compris la Warner à 4 rapports qui équipe cette Dart, que vous défendez tant sans jamais avoir ouvert le capot. » Le silence qui suivit fut tendu. Philippe cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une réponse technique aussi précise. Mais les hommes comme lui ne reculent pas facilement. Il força un rire. « Vous avez appris quelques termes techniques sur Google, c'est impressionnant. Mais la théorie est une chose, la pratique en est une autre complètement différente. » C'est alors que Nathalie commit l'erreur de mentionner son grand-père. Mon grand-père, Jean Leclerc, a travaillé 35 ans sur la chaîne de montage de Simca à Poissy. Il a monté des centaines de ces moteurs SLAN-6 de ses propres mains. Il m'a enseigné chaque système, chaque particularité, chaque... Philippe l'interrompit avec une cruauté qui fit froncer les sourcils à plusieurs personnes dans l'assistance. Ah, le grand-père était ouvrier d'usine. Quelle histoire émouvante! Alors vous devez savoir changer l'huile et vérifier la pression des pneus. Très bien. Laissez le travail difficile aux hommes qui ont vraiment étudié l'ingénierie, pas à la petite fille de métallurgiste qui a appris en regardant des vidéos sur YouTube. Ce fut un coup de poignard, mes chers amis. Nathalie sentit comme s'il avait craché sur la mémoire de son grand-père Jean, comme s'il avait réduit des décennies de savoir et de dévouement à changer l'huile et vérifier la pression des pneus. Elle vit rouge pendant une seconde, ses mains tremblant de rage contenue. Philippe, réalisant qu'il avait un public et qu'il gagnait, décida d'aller encore plus loin. Il se tourna vers l'organisateur Michel, qui observait tout à une dizaine de mètres, ne sachant clairement pas comment intervenir. « Michel, avec tout le respect que je vous dois, vous mettez en péril la crédibilité de cette vente aux enchères en engageant une amatrice pour évaluer des véhicules de grande valeur. Je vous suggère d'appeler un professionnel compétent, de préférence avec un diplôme d'ingénieur mécanique, pour faire une évaluation sérieuse de cette Dart, avant que quelqu'un n'achète une voiture morte en pensant acquérir une relique. » L'assistance grandissait. Il y avait déjà une quarantaine de personnes maintenant, toutes avec des téléphones portables à la main, certaines filmant discrètement. Michel était visiblement mal à l'aise, essayant de calmer le jeu. « Philippe, Nathalie a d'excellentes références de collectionneurs sérieux. Elle a été fortement recommandée. »« Par qui ?» l'interrompit Philippe. « Par d'autres amateurs, par des gens qui confondent sympathie et compétence. Michel, j'ai une flotte de 340 camions. Je travaille avec des ingénieurs mécaniciens certifiés tous les jours. Je sais reconnaître le professionnalisme quand je le vois. Et ça, il désigna Nathalie avec dédain, ce n'est pas du professionnalisme. Oh, c'est une jeune fille qui joue à la mécanicienne. » Nathalie respira profondément. Elle avait 2 options. Partir d'ici, humilier ou prouver sa valeur. La deuxième option était risquée, mais la première était impensable. Elle parla, et sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Vous êtes si confiant que je n'ai pas les compétences techniques? Pourquoi ne faisons-nous pas un test? J'évalue cette Dart maintenant devant tout le monde et je démontre exactement ce qui empêche le moteur de fonctionner. Si je parviens à diagnostiquer le problème et à expliquer techniquement la cause, vous reconnaîtrez publiquement que vous aviez tort de me sous-estimer. » Philippe rit, un rire sincère cette fois. « Diagnostiqué, ma chère, cette voiture est morte depuis 8 ans. J'ai consulté 3 spécialistes avant de venir ici aujourd'hui, tous avec plus de 20 ans d'expérience. Ils ont dit qu'il faudrait 10 000 € de pièces importées et des mois de travail dans un atelier spécialisé pour avoir une chance de la faire fonctionner. Vous pensez découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas découvert. Alors, vous n'avez rien à perdre en pariant avec moi, répondit Nathalie. Et il y avait quelque chose dans sa voix maintenant, une détermination qui fit Philippe marquer une pause d'1 seconde.
C'est alors qu'il eut l'idée la plus cruelle de toutes. Il afficha un large sourire et parla fort pour que l'assistant s'entende. « Vous savez quoi? Rendons cela plus intéressant. Si vous réussissez, je vous donne 20 000 € sur le champ. 20 000 €. Mais quand vous échouerez, et vous échouerez car cette voiture est complètement au-delà de vos capacités, vous devrez admettre ici, publiquement, devant toutes ces personnes, qu'une femme n'a pas les compétences techniques pour la mécanique lourde et que vous avez trompé Michel en vous faisant passer pour une professionnelle. » Le silence qui tomba sur l'assistance fut absolu. Quelques femmes présentes semblaient choquées par les termes du pari. Certains hommes riaient, trouvant cela amusant. D'autres semblaient réellement mal à l'aise avec le ton misogyne de la proposition. Nathalie savait qu'elle était dans un piège. Si elle refusait, elle confirmait le récit d'incompétence que Philippe construisait. Si elle acceptait et échouait, elle n'humilierait pas seulement elle-même, mais toutes les femmes qui luttaient pour leur place dans des professions techniques dominées par les hommes. C'était un pari impossible à gagner, conçu spécifiquement pour la détruire. Mais alors, elle se rappela quelque chose que son grand-père Jean disait toujours, dans les dernières années de sa vie, quand elle se décourageait face aux préjugés qu'elle rencontrait. « Nathalie, quand on doute de toi parce que tu es une femme, ne gaspille pas ton énergie à discuter. Laisse le moteur parler. Le moteur ne ment pas. Le moteur n'a pas de préjugés. Le moteur fonctionne ou ne fonctionne pas. Et quand tu le feras fonctionner, personne ne pourra nier ta compétence. » Nathalie regarda la Dodge Dart vert émeraude, regarda Philippe avec son sourire arrogant, regarda les 40 personnes attendant sa réponse et prit la décision qui allait tout changer. « J'accepte votre pari, dit-elle. Et sa voix résonna dans le silence. Mais avec une condition supplémentaire. Si je réussis, en plus des 20 000 €, vous verserez 10 000 € à un projet de formation de femmes en mécanique automobile. » Philippe ne sia même pas. Il était absolument certain d'avoir gagné avant même de commencer. « J'accepte vos conditions. Quand vous échouerez, je veux entendre bien fort cette admission honteuse. » Il tendit la main pour sceller le pari. Nathalie serra cette main, sentant la paume moite de Philippe, et pensa « Papy, aide-moi d'où que tu sois. Aujourd'hui est le jour de montrer que ton savoir vaut plus que n'importe quel diplôme accroché au mur. » L'assistance explosa en murmures excités. Les téléphones portables furent levés. Les enregistrements commencèrent. Michel tenta d'intervenir, mais Philippe le coupa. « Laisse, Michel, ce sera instructif pour tout le monde. » Et puis, il se tourna vers Nathalie, avec ce sourire de celui qui connaissait déjà la fin de l'histoire. « Vous pouvez commencer, mécanicienne. Nous sommes tous impatients de voir votre échec. » Nathalie s'agenouilla à côté de la Dodge Dart. Et à ce moment-là, mes chers amis, le monde autour d'elle disparut. Il n'y avait plus les 40 personnes qui observaient. Il n'y avait plus le sourire moqueur de Philippe. Il n'y avait plus la pression du pari impossible. Il n'y avait qu'elle et ce moteur qui devait parler, qui devait raconter son histoire. Elle ouvrit sa mallette d'outils anciens, chacun poli par des décennies d'utilisation, et commença une inspection méthodique. D'abord, le système électrique. Elle connecta le multimètre à la batterie, 12,4 V, bonne charge. Elle testa les câbles, les connexions, tout était propre, sans corrosion. Elle vérifia la bobine d'allumage. Elle recevait du courant. Elle retira une bougie, la connecta au câble et demanda à quelqu'un de tourner la clé. Étincelle forte, bleue, parfaite. Philippe, debout à quelques mètres, coupe de champagne à la main, faisait des commentaires sarcastiques. « Regardez, elle sait où se trouve la batterie. » Impressionnant. Qui aurait cru que la petite fille d'ouvrier a appris qu'une voiture a besoin d'électricité ? Quelques hommes dans l'assistance rirent. Nathalie ne leva même pas les yeux. Système de carburant maintenant. Elle localisa la pompe mécanique, actionna manuellement le levier d'amorçage. Le carburant circulait, arrivant au carburateur. Elle retira le filtre à air, regarda à l'intérieur du carburateur Weber. Les papillons se déplaçaient librement. Les gicleurs semblaient de propres. Elle demanda à nouveau de tourner la clé. Le moteur toussa, tenta de démarrer, mais s'arrêta immédiatement. « Ah !» s'exclama Philippe théâtralement. La voiture a presque démarré. Encore 10 minutes et elle réussira à la faire tousser à nouveau.
Quelle compétence extraordinaire! Plus de rire. Une femme dans l'assistance, d'une cinquantaine d'années, dit à voix haute « Laissez la jeune femme travailler en paix pour l'amour de Dieu. » Mais Philippe l'ignora complètement. Nathalie travailla pendant 40 minutes, vérifia le distributeur. Le rupteur avait le bon écartement. Elle examina l'avance centrifuge, fonctionnant parfaitement. Elle vérifia la compression des cylindres. Tout était dans les attentes pour un moteur arrêté depuis 8 ans. Le carburant arrivait, l'étincelle existait, la compression était bonne, mais quelque chose empêchait le moteur de fonctionner en continu. Elle s'arrêta et resta pensive, assise par terre à côté de la Dart, les mains maculées de graisse, le front plissé. C'était comme si la voiture avait tous les ingrédients pour fonctionner, mais il manquait un ingrédient secret, quelque chose qu'elle devait savoir, mais qu'elle ne parvenait pas à identifier. Philippe interpréta la pause comme un abandon. Voilà, elle a déjà abandonné. 40 minutes de blabla et rien. Admettez tout de suite que vous ne savez pas ce que vous faites, et rentrons tous à la maison. C'est à ce moment-là, sous la pression écrasante et avec 40 personnes attendant son échec, que Nathalie ferma les yeux et laissa sa mémoire la ramener en arrière. Elle avait 12 ans, elle était dans l'atelier de son grand-père, et Monsieur Jean expliquait quelque chose sur les Dart de 1976. Elle pouvait presque entendre sa voix rauque. « Nathalie, fais attention. Cette année-là, 1976, c'était l'année de la crise pétrolière, tu sais, l'usine a eu des problèmes d'approvisionnement en pièces. Les techniciens de Simca, des Français malins qu'ils étaient, ont commencé à faire des astuces géniales. Ils installaient des fusibles de sécurité supplémentaires à des endroits qui n'étaient pas dans le manuel, tu comprends ? Ça a sauvé beaucoup de moteurs de pannes électriques, mais c'est devenu un cauchemar des décennies plus tard, quand ces fusibles grillaient et que personne ne savait où chercher. Les yeux de Nathalie s'ouvrirent. Des fusibles secrets, des protections électriques supplémentaires non documentées. Elle prit un des cahiers de son grand-père et le feuilleta rapidement jusqu'à trouver la page. Dart, 1976. Fusible additionnel 15A. Emplacement non standard. Vérifier les compartiments cachés. Elle se leva d'un bond et ouvrit la porte du conducteur. Philippe éclata de rire. Maintenant, elle va chercher la clé de contact sous le siège. Abandonnez, ma chère. Admettez que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous faites. Toute l'assistance était attentive maintenant. Certains filmaient, d'autres étaient simplement fascinés par le déroulement de la situation. Nathalie commença à examiner la zone sous le siège du conducteur. Il y avait quelque chose de différent là, elle pouvait le sentir. Avec soin, utilisant les outils de son grand-père, elle dévissa les fixations du siège et le retira complètement, révélant le plancher métallique de la voiture. Le silence de l'assistance était maintenant différent. Ce n'était plus de la moquerie, c'était une curiosité sincère. Là, collé avec du ruban adhésif jauni par le temps et caché sous une couche de la moquette d'origine, se trouvait un petit compartiment métallique soudé artisanalement. Ce n'était pas d'origine usine. Quelqu'un l'avait placé là après, comme un coffre secret. Les mains de Nathalie tremblaient quand elle ouvrit le compartiment. À l'intérieur, parfaitement conservés dans des sacs plastiques transparents, se trouvaient des trésors qui firent monter les larmes aux yeux. Le manuel de service original de Simca pour la Dart de 1976, en français. Un ensemble de 3 fusibles de rechange de 15A. 2 bougies d'allumage de rechange de marque Champion, un carburateur Weber, double neuf encore, dans sa boîte scellée, et l'objet le plus précieux de tous, un cahier à spirale avec des notes techniques manuscrites. Philippe s'était approché, l'arrogance sur son visage remplacée par une nervosité croissante. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il tenta de déqualifier, mais sa voix sortit moins confiante. « Cela ne prouve absolument rien. Le moteur est mort, je vous le garantis. » Nathalie prit le cahier avec révérence et commença à le feuilleter. C'était comme lire un journal intime de quelqu'un qui aimait profondément cette voiture. Des notes sur les vidanges d'huile, les réglages de carburateur, des observations sur le comportement du moteur, par temps froid et chaud. Et puis, sur la dernière page datée d'il y a 8 ans, la révélation qui allait tout changer.
Octobre 2015. Le moteur ne démarre plus. J'ai testé la batterie, le carburant, les bougies, tout est fonctionnel. Je soupçonne que c'est le fusible additionnel que le mécanicien de l'usine m'a montré en 1976. Celui caché derrière le tableau de bord côté passager. Je suis trop vieux, sans force pour démonter le tableau de bord. Je laisse ces pièces de rechange à celui qui aura la patience de réparer cette voiture correctement. Elle mérite de rouler à nouveau. Elle a été ma compagne pendant 40 ans. Docteur Armand Dubois. Nathalie lut à voix haute pour que tout le monde entende. Et quand elle eut fini, des larmes coulaient sur son visage maculé de graisse. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de profonde compréhension. Ce médecin retraité avait aimé cette voiture, en avait pris soin pendant 4 décennies, et même quand il ne put plus la réparer, il avait tout préparé pour que quelqu'un de compétent puisse achever le travail. Elle savait exactement où chercher maintenant. Elle alla du côté passager, ouvrit la porte, retira la boîte à gants et commença à démonter une partie du tableau de bord inférieur. L'assistance était complètement silencieuse, tous les yeux rivés sur chacun de ses mouvements. Philippe ne faisait plus de blagues, il observait simplement les bras croisés, le visage tendu. 15 minutes de travail précis, chirurgical. Nathalie avait de petites mains, ce qui l'aidait à atteindre des espaces exigus où des mains plus grandes n'auraient pas pu passer. Et puis elle trouva un fusible de 15A dans un support improvisé soudé à l'arrière du tableau de bord, complètement invisible, à moins de savoir exactement où chercher. Le fusible était grillé, le filament cassé visible à travers le verre transparent. Elle brandit le fusible grillé en l'air pour que tout le monde le voie. C'est ce qui empêchait le moteur de fonctionner. Un fusible de sécurité additionnel non documenté installé par l'usine en 1976 pendant la crise d'approvisionnement. Quand il a grillé il y a 8 ans, il a coupé l'alimentation électrique d'un circuit essentiel du système d'allumage. Un ingénieur mécanique qui était dans l'assistance s'approcha, examina le fusible et l'endroit où il était installé et déclara à voix haute pour tous « Mon Dieu, elle a raison. Je travaille avec des voitures depuis 30 ans et je n'avais jamais vu ça. Moins de 5 professionnels en France auraient cette connaissance spécifique des astuces de chaîne de production de cette année-là. » Nathalie prit un des fusibles neufs qui se trouvait dans le compartiment secret, remplaça le grillé, remonta tout avec soin, vérifia les connexions. Ses mouvements étaient précis, confiants. Maintenant, elle savait qu'elle avait découvert le secret. Elle fit les ajustements finaux au carburateur, basés sur les notes du cahier du docteur Armand. Et puis, elle se dirigea vers la porte du conducteur. Avant d'entrer, elle regarda Philippe droit dans les yeux et dit à voix basse, juste pour qu'il l'entende, « C'est pour mon grand-père, Jean, qui a enseigné que le vrai savoir vaut plus que l'arrogance. Et c'est pour le docteur Armand qui a aimé cette voiture suffisamment pour tout préparer afin qu'elle revive. » Elle s'assit sur le siège en cuir beige, ajusta les rétroviseurs, posa la main sur la clé de contact. L'assistance retint son souffle collectivement. Philippe était pâle, les poings serrés. Nathalie tourna la clé. Le moteur Slant Six toussa 1 fois, 2 fois, puis rugit à la vie avec un son grave, puissant, parfaitement accordé, comme si 47 ans d'existence n'avaient pas passé. 5-7. Elle, d'ingénierie américaine chantant à nouveau sous le soleil français. L'assistance explosa, des applaudissements assourdissants, des cris incroyables, des gens sautant, s'embrassant. Des hommes qui se moquaient quelques minutes auparavant s'approchaient maintenant avec respect, voulant voir le moteur fonctionner de près. Des femmes présentes pleuraient ouvertement, certaines s'embrassant, partageant cette victoire comme si elle était la leur à toutes. Nathalie laissa le moteur tourner pendant 1 minute, écoutant chaque cylindre travailler en parfaite synchronisation avant de l'éteindre. Elle sortit de la voiture, ferma la porte avec soin et se dirigea vers Philippe Dubois. L'homme était anéanti. Toute l'arrogance s'était évaporée, remplacée par le choc et l'humiliation. Il ne parvenait pas à la regarder dans les yeux. « Les 20 000 € pour le projet que j'ai mentionné, » dit calmement Nathalie. « J'espère que vous honorerez votre parole comme j'ai honoré ma profession. »
Le silence qui suivit fut des plus embarrassants que l'on puisse imaginer, mes chers amis. Philippe Dubois, cet homme habitué à dominer n'importe quel environnement où il entrait, était là, immobile comme une statue de sel, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Autour de lui, 40 personnes attendèrent sa réaction, et les téléphones portables continuaient de filmer chaque seconde de cette humiliation publique. Il tenta de parler, la bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il déglutit, passa la main dans ses cheveux gris, regarda autour de lui comme s'il cherchait une issue qui n'existait pas. L'un de ses associés lui murmura quelque chose à l'oreille, lui rappelant probablement le pari fait devant des dizaines de témoins. Ce fut l'ingénieur mécanique de l'assistance, un homme d'une 60aine d'années avec une barbe blanche qui rompit le silence. « Mademoiselle, ce que vous avez fait ici est extraordinaire. Je travaille dans la restauration depuis plus de 30 ans et je n'aurais jamais identifié ce fusible secret. Le savoir que votre grand-père vous a laissé est un trésor rare, sachez-le. » D'autres dans l'assistance murmurèrent leur accord et certains recommencèrent à applaudir. Philippe trouva finalement les mots, mais ils sortirent faibles, sans la force d'avant. C'était de la chance du débutant. N'importe qui aurait pu, mais il ne put terminer la phrase, car même lui savait à quel point cela sonnait ridicule. Michel Lambert, l'organisateur de la vente aux enchères, s'approcha avec une expression sérieuse. « Philippe, vous avez fait un pari public, des témoins, des enregistrements, tout est documenté. » Il y avait une fermeté dans la voix de Michel qui laissait entendre que la réputation de Philippe dans le milieu social de Lyon dépendait de la façon dont il agirait dans les prochaines minutes. Philippe sortit son portefeuille de sa poche avec des mains tremblantes, ouvrit son chéquier, prit un stylo en or coûteux et commença à remplir. Sa main tremblait visiblement en écrivant les chiffres 20 000 €. Il signa, arracha le chèque et le tendit à Nathalie sans la regarder dans les yeux. Nathalie prit le chèque, le plia soigneusement et le rangea dans la poche de sa combinaison. « Et les excuses publiques ?» demanda-t-elle calmement. « Et les 10 000 € pour le projet de formation de femmes en mécanique ?» C'est alors que quelque chose se brisa en Philippe. Son visage devint rouge de rage et d'humiliation mêlée. « C'était un pari informel !» explosa-t-il. « Je ne vais pas rester ici à faire du théâtre pour une assistance. Vous avez gagné l'argent. Soyez-en reconnaissante. » Il regarda autour de lui les visages désapprobateurs et continua d'une voix altérée. « Vous avez tous vu. C'était de la chance. Elle a eu la chance de trouver ses notes. N'importe quel mécanicien aurait fait la même chose. La chance, ce serait de trébucher et de tomber sur la solution. Elle a utilisé un savoir technique spécialisé que personne d'autre ici ne possède. Vous êtes pathétique, Philippe. » Mais Philippe reculait déjà vers le parking. Ses deux associés et son assistante couraient derrière lui. Une partie de l'assistance hua, et sans un mot. Il monta dans sa Porsche Cayenne noire, démarra le moteur et partit à toute vitesse, soulevant le gravier du parking. Nathalie resta immobile, observant la voiture disparaître. Elle ne courut pas après, ne cria pas, ne montra pas de colère. En fait, mes amis, elle semblait presque en paix. Elle avait le chèque dans sa poche, elle avait prouvé sa compétence à des dizaines de témoins et, surtout, elle avait honoré l'héritage de son grand-père Jean. Le reste était le problème de Philippe avec sa propre conscience. Michel s'approcha d'elle, visiblement gêné. « Nathalie, je vous présente mes excuses pour son comportement. C'était honteux. Je veux que vous sachiez que vous aurez du travail garanti à tous nos futurs événements et avec un cachet doublé. » Elle le remercia d'un sourire fatigué et retourna au travail. Elle avait encore d'autres véhicules à évaluer, mais quelque chose d'extraordinaire se passait en même temps. Ces 40 personnes ne gardèrent pas leurs expériences pour elles-mêmes. Les vidéos commencèrent à être partagées sur les réseaux sociaux pendant la vente aux enchères. Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. En quelques heures, l'histoire de Nathalie se répandait comme une traînée de poudre.
Le titre le plus viral fut « Mécanicienne humiliée par un millionnaire machiste ressuscite une Dodge Dart avec un savoir qu'il qualifiait de chose de YouTube ». La vidéo principale, filmée par l'une des femmes présentes, montrait de l'humiliation initiale jusqu'au moment où le moteur rugit à la vie et Philippe devint pâle de choc. En 48 heures, cette vidéo avait 5 millions de vues. Nathalie gagna 300 000 abonnés sur Instagram du jour au lendemain. Sa boîte de messages explosait de propositions de travail de collectionneurs de toute la France. Des émissions de télévision voulaient l'interviewer. Des magazines spécialisés dans les voitures anciennes demandaient des articles exclusifs. Une grande école d'ingénieurs de Lyon lui offrit une bourse complète pour étudier l'ingénierie mécanique si elle voulait formaliser son savoir avec un diplôme. La Dodge Dart de 1976, vert émeraude, fut vendue aux enchères quelques heures plus tard et la dispute fut intense. L'enchère finale fut de 50 000 €. 50 000 €. C'est Philippe Dubois lui-même qui donna cette enchère, mes amis, réapparaissant dans les dernières minutes de la vente aux enchères et faisant une offre agressive que personne ne put couvrir. Personne ne comprit pourquoi. Pourquoi un homme qui venait d'être humilié publiquement reviendrait-il acheter exactement la voiture qui avait exposé son arrogance, lui qui méprisait les voitures anciennes françaises et les qualifiait de vieilles ferrailles obsolètes? Les gens spéculaient, commentaient, mais personne n'avait de réponse. Nathalie reçut le chèque de 20 000 € le lundi suivant. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. Elle aurait pu l'utiliser pour agrandir l'atelier, acheter de nouveaux équipements ou même prendre des vacances qu'elle n'avait jamais prises. Mais elle se rappela la condition que Philippe n'avait pas remplie. Avec 10 000 € de cet argent, Nathalie créa le fonds Jean Leclerc, un programme de bourse d'études en mécanique automobile pour les jeunes filles des écoles publiques de Lyon. 3 bourses complètes par an, incluant outils, uniformes et matériel pédagogique. Elle tint à faire l'annonce publiquement sur les réseaux sociaux, taguant le profil Instagram de Philippe Dubois, montrant qu'elle avait rempli sa part, celle qu'il avait refusé de remplir. La vie reprit son cours normal à l'atelier. Nathalie continuait de se lever à 6 heures du matin, de boire son café noir, d'enfiler sa combinaison usée, mais maintenant, elle avait une liste d'attente de 6 mois et avait dû embaucher 2 aides, délibérément 2 jeunes femmes qui voulaient apprendre le métier. Les mois passèrent, le buzz sur les réseaux sociaux diminua, comme cela arrive toujours. Nathalie redevint simplement une mécanicienne exceptionnelle, faisant son travail avec dévouement, loin des projecteurs. Elle accrocha le chèque encadré au mur de l'atelier, non pas pour sa valeur, mais comme un rappel que le savoir et la dignité valent plus que l'argent. Et le Dodge Dart, Michel l'a emmené chez un concessionnaire spécialisé à Lyon, 20 000 € de restauration complète. La voiture était parfaite, impeccable, comme si elle venait de sortir de la chaîne de montage en 1976. Il l'a gardée dans un garage climatisé, avec température et humidité contrôlée, mais ne l'a jamais conduite une seule fois. Chaque semaine, il allait dans ce garage, s'asseyait dans le Dart, passait ses mains sur le volant en cuir restauré et pleurait. Seul dans ce garage silencieux, Michel Dubois pleurait pour des raisons que personne ne connaissait. 2 ans se sont écoulés ainsi, Michel portant un poids que personne ne voyait. Jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, il apparaisse à l'atelier de Catherine. Quand Catherine a vu Michel Dubois entrer dans l'atelier un mardi après-midi pluvieux, elle l'a presque pas reconnu. Mes chers amis, l'homme qui était là n'était que l'ombre de cet arrogant du Léland. Il était plus maigre, avec de profondes cernes, vêtu d'un simple jean et d'une chemise blanche froissée. Pas de vêtements de marque, pas de montre chère au poignet. « Catherine » a-t-il demandé d'une voix rauque. Catherine a essuyé ses mains sur un chiffon et lui a fait signe d'entrer dans le petit bureau au fond de l'atelier. Ils se sont assis dans un silence pesant pendant quelques secondes. Michel a commencé à parler et les mots sont sortis brisés, douloureux. Ma fille Mélanie est morte il y a 3 ans dans un accident de voiture. Elle avait 19 ans. Il s'est arrêté, a respiré profondément, a continué.
Elle était passionnée par les voitures classiques françaises. Elle rêvait d'avoir un Dodge Dart vert, exactement comme celui de la vente aux enchères. Son grand-père paternel, qu'elle n'a jamais connu, en a eu un identique dans les années 70. Catherine a écouté en silence, voyant un homme se défaire devant elle. Mélanie voulait étudier l'ingénierie mécanique. Elle passait son temps à regarder des vidéos de restauration, lisait des magazines de voitures anciennes, et j'ai toujours méprisé cela. Je disais que c'était de vieilles voitures, des déchets obsolètes, qu'elle devait se concentrer sur l'administration, sur des affaires sérieuses. Sa voix a failli. Nous nous sommes violemment disputés 2 semaines avant l'accident. Elle a dit que je ne la comprenais pas, que je ne me souciais que de l'argent et du statut, et elle avait raison. Michel a couvert son visage de ses mains. Quand je vous ai vu à la vente aux enchères, avec cette connaissance technique, cette passion pour les voitures classiques, j'ai vu tout ce que j'avais refusé à ma fille. Je vous ai humilié parce que vous représentiez son rêve que j'ai détruit. J'ai acheté le Dart par culpabilité, je l'ai entièrement restauré, mais je n'ai jamais réussi à le conduire. J'y vais toutes les semaines et je pleure dans cette voiture. Catherine a senti sa poitrine se serrer. La colère qu'elle gardait a été remplacée par une profonde tristesse. « Que voulez-vous, Michel ?» Il a répondu « Je veux créer une entreprise de restauration de voitures classiques françaises, spécialisée dans les Dodge, Chevrolet, Ford, l'appeler Mélanie Restauration, et je vous veux comme associé technique. 40% de l'entreprise, investissement initial de 400 000 €. La mission serait de recruter et de former exclusivement des femmes comme mécaniciennes. Catherine est restée silencieuse, réfléchissant. C'était une proposition énorme qui changerait complètement sa vie, mais elle avait des conditions. Vous n'aurez qu'un rôle administratif et financier. Vous n'interférerez jamais dans les décisions techniques. Et 100 000 € pour des projets de formation professionnelle féminine en mécanique. J'accepte tout, Michel a dit sans hésiter. Tout. 2 ans et demi plus tard, mes chers amis, aujourd'hui, la Dubois et Martin Restauration, Héritage Mélanie, est une référence nationale. Un hangar industriel de 100 m² à Toulouse, avec 12 femmes mécaniciennes d'âge différents, toutes formées par Catherine. L'entreprise s'est spécialisée dans la restauration authentique de classiques français en utilisant des techniques originales et des pièces d'époque. Le Dodge Dart 1976, vert émeraude, est exposé à la réception avec une plaque racontant 3 histoires. Celle du docteur Armand qui l'a aimé pendant 40 ans, celle du fusible secret que Catherine a découvert, et celle de Mélanie, dont la mémoire inspire une nouvelle génération de femmes mécaniciennes. Michel a vendu ses super voitures importées et ne collectionne plus que des classiques français, restaurés par sa propre entreprise. Il finance des bourses d'études en ingénierie mécanique pour de jeunes femmes à faible revenu et participe activement à des événements promouvant l'inclusion féminine dans les professions techniques. Sa relation avec Catherine a évolué de l'antagonisme au respect mutuel et finalement à une solide amitié professionnelle. Catherine maintient l'atelier original comme espace de formation gratuite. Les cahiers de M. Valentin sont dans une vitrine en verre de l'entreprise, honorant l'héritage qui a tout commencé. L'histoire est devenue une légende dans le milieu automobile français, citée dans les écoles techniques et les mouvements d'inclusion. L'entreprise reçoit des visites de tout le pays, montrant que le respect, les secondes chances et le travail avec un but peuvent transformer les tragédies en héritage qui transcendent les générations.